Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 14e édition des 6 leaders de la musique du monde. Cette prestigieuse vitrine est une chance unique de vous faire découvrir du public et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 1er décembre pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.6leaders.com. Toi aussi, tu aimerais faire une entrevue avec Magda Fusaro, des Raéliennes ou les Gilets jaunes du Québec? Si le monde du journalisme numérique t'intéresse, joins-toi à notre équipe de bénévoles qui contribue à enrichir la section reportage de la radio web choc.ca. Pour t'impliquer, écris-nous à information@choc.ca ou passe nous voir à la station. Tu rêves de jouer au festif de Baie-Saint-Paul? Le cabaret festif, c'est pour toi. Tu pourrais remporter plus de 30 000 $ en bourse, en spectacle et en visibilité partout au Québec et jouer devant le public curieux de Charlevoix. Tombe-nous dans l'œil. Inscription du 4 au 25 novembre, lefestif.ca/cabaret. Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs. J'aide une personne sur 7 dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UQAM. centraide.uqam.ca. Du 14 au 24 novembre se tient l'un des plus importants festivals de films documentaires en Amérique du Nord. Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal, RIDM. Plus de 140 films documentaires présentés en 10 jours. Des discussions avec des cinéastes et professionnels passionnés. Des œuvres interactives innovantes. Des soirées de musique émergente et plus encore à la Cinémathèque québécoise. Cet automne, on sera là où toutes les histoires se rencontrent. Et vous? Consultez la programmation sur rdm.ca. What a day! Et c'est Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de Choc. Savoir absolu, ultime, complet, éternel, en 60 minutes. Vous entendez ça? Ça s'appelle le silence. Ça s'appelle le temps de parler. Bienvenue à Sauce 60. Cette première édition, je dois vous dire tout de suite en partant, puisque j'en suis convenu avec une entente, est commanditée. Oui, la première émission de Décideret avec un commanditaire de toute l'histoire de Décideret, ça donne que ça soit Sauce 60. Et donc, cette émission, l'épisode de cette semaine est une présentation du spectacle noir de Mike Ward, présentement en tournée partout au Québec. Réservez vos billets au mikeward.ca. Et je dois contractuellement vous parler un petit peu pendant quelques secondes de ce cher Mike Ward. Alors, on va aller un petit peu sur son site pour aller trouver quelque chose à dire là-dessus. Alors, il est en tournée présentement au Québec. Une tournée en français et en anglais, donc on va faire un petit peu de double dip de ce côté-là. Il va être prochainement à Chicoutimi, ensuite à Dolbeau, à Saint-Jean-sur-Richelieu en décembre. Et allons voir un petit peu qu'est-ce qu'on dit à propos de Mike Ward. Donc sur le site, on a à propos, Mike Ward est un humoriste. Voilà qui est une description fort factuelle et qui me plaît énormément. Nous avons aussi des prix et distinctions, des nouvelles, voilà, qu'il y avait déjà le 4 avril 2019 une critique dithyrambique pour Noir. C'est devant une salle comble que la première médiatique du spectacle noir de Mike Ward a eu lieu le 27 quelque chose. Il y a aussi 4 nominations au Gala des Oliviers, donc quelque chose qui a un certain respect de ses pairs. Vous pouvez encore une fois réserver vos billets et aller vérifier toutes les dates de tournée sur le site de mikeward.ca. Donc on le remercie de commanditer cette première heure de Sauce 5. Et pour ceux qui vont nous écouter live sur Facebook, vous remarquez peut-être que le studio est un peu dans la pénombre et qu'il est très 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 vide. Et
Même pour ceux qui écoutent live, peut-être vous remarquez un certain clignotement. Probablement quelqu'un qui essaie de nous rejoindre, mais c'est le Saut 60. Et c'était bien une folie de leur part de me laisser au contrôle durant toute cette heure-là, et donc je ne répondrai pas au téléphone cette semaine. Je n'ai pas laissé la porte ouverte pour entrer dans le studio, et c'est moi qui ai la clé. Donc, pendant que toute la bande est en tournée au lac et que les autres, je leur ai demandé tout simplement de ne pas se présenter, comme Niquette, Étienne ou Linda, je voulais vraiment pouvoir passer un temps avec vous. Et, dans leur inconséquence, ils m'ont laissé cette option ici. Et donc, cette semaine, vous n'aurez véritablement aucune interruption. Il n'y aura pas de va-et-vient. Vous n'aurez pas la réconfortante narration romantique d'Étienne. Vous n'aurez pas la patience et les judicieux conseils de Linda. Pas non plus le dynamisme et la fougue de Niquette. Il n'y aura pas non plus d'entrée pleine de swag de Murphy. Il n'y aura pas non plus la belle joie de vivre adolescente de Maxime. Et non pas non plus la parade de personnages de Dom. Pas non plus la douce voix et son silencieux rire de Marianne qu'on ne voit pas assez souvent ici, je dois l'admettre. Il n'y aura pas non plus, et surtout, les ricanements communicateurs de Julien. Non, 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 non. Tout est fermé en ce moment. Personne ne peut accéder. Je suis en ce moment en plein contrôle de l'émission. Et donc, vous êtes de quelconque manière mes prisonniers pour ce 60 minutes, cette petite heure de votre vie, dans laquelle nous allons nous rencontrer, discuter d'esprit à esprit. C'est sûr que c'est certain, vous pourriez toujours, en ce moment, peut-être vous dire, je ne suis pas vraiment prisonnier, je pourrais, à tout moment, tout simplement, arrêter l'écoute que je fais de l'émission, je pourrais tout simplement me dire, je suis en contrôle de ma vie, pourquoi m'imposerais-je cette heure interminable de Nicolas? Cette impossibilité d'être interrompu peut vous sembler terrifiante. Dire, mais qu'est-ce qui va sortir de cette émission? Mais oui, allez-y. Vous pouvez sauter cette semaine. Vous pouvez très bien arrêter l'écoute. Rien ne vous en empêche, après tout. Vous êtes bien des êtres libres, n'est-ce pas? Vous êtes profond, vous avez une vie intérieure dynamique et intéressante. Vous n'êtes pas, non, ça c'est certain, vous n'êtes pas que des réservoirs vides pour digérer du divertissement facile et réconfortant. Non. Vous n'êtes pas non plus ce produit de votre époque. Non, vous êtes en contrôle de votre vie. C'est simplement, probablement, vous dites-vous que ça ne correspond pas à vos intérêts, à vos préférences. Vous vivez une vie difficile, remplie de labeur et de tâches, et dans vos moments, dans vos transits, dans ces petits moments où vous voulez entendre quelque chose qui vous fasse un petit peu sourire, qui vous fasse un petit peu rire, qui vous fasse oublier les méandres de l'existence auxquels vous avez quotidiennement à faire face, cet abysse qui, à chaque pas, semble vouloir vous dérober. Alors allez-y, faites preuve d'individualisme. Arrêtez l'émission et dites non, je ne me laisserai pas emporter par cette heure terrifiante. Je ne me laisserai pas diriger par les volontés d'une émission que je suis pourtant d'habitude à chaque semaine. Non, ce n'est pas mon émission. Ce n'est pas ce que je veux. Alors, je vous laisse le temps. Réfléchissez. Après tout, vous savez, dans votre vie, vous n'avez environ, en moyenne, si vous suivez la moyenne et la norme des âges, vous allez normalement vivre jusqu'à environ peut-être 70 ans environ, ce qui vous donne en moyenne environ 227 760 heures d'existence. Ce n'est pas tant d'heures que ça. Et ça diminue à chaque instant. Juste par exemple, en ce moment, vous m'écoutez parler et une de vos heures s'écoule. Et il faut compter en plus que dans ces heures, environ la moitié va passer en sommeil. Un tiers, peut-être plus, va passer simplement en labeur, en travail, qui peut-être ne vous représente pas, qui peut-être
n'est qu'un obstacle, une chaîne qui vous fait ralentir dans votre existence. Donc, je ne veux pas être un voleur de vos précieuses heures que vous pouvez, justement, adapter à votre style de vie pour que tout soit adopté à vous, bien sûr. Donc, allez-y, arrêtez, je vous le dis, et vous pouvez me faire confiance, je ne vous mentirai jamais, du moins pas intentionnellement, ce qui n'en ferait plus un mensonge, bien évidemment. Il n'y aura vraiment pas d'interruption. Il n'y aura vraiment pas de passage cocasse avec une arrivée impromptue ou peut-être simplement un moment où des terroristes viendraient m'interrompre. Non, non, non. Vous allez vraiment passer une heure avec moi. Donc, vous pouvez arrêter. Écoutez, si vous avez même besoin de temps pour y réfléchir, je peux vous laisser quelques petites secondes pour y penser. Oh! Vous êtes toujours là? Bien, bien. Nous allons pouvoir commencer notre périple ensemble. Alors, je vais commencer par un nouveau segment qui m'intéresse beaucoup et qui, on pourrait considérer comme étant une forme d'antagonisme, mais j'aime à penser que ces deux éléments ne se confrontent que d'une certaine manière et d'un autre angle de vue. En fait, ils se retrouvent l'un dans l'autre, soit celui de la technologie, la technique, et celui de la nature. Donc, nous allons commencer en premier lieu par celui de la nature. Vous vous rappelez peut-être, j'avais déjà tenté de commencer ce segment quand nous avions reçu cette sympathique réalisatrice de Juliette, Anne Aymon. Je vous avais parlé de ces charmants goélands. Eh bien, j'avais quelques nouvelles justement à ce sujet. Non pas au sujet des goélands, mais plutôt au sujet d'autres petits animaux. Nous allons changer un petit peu l'ambiance sonore et lentement quitter ce cher Schoenberg que nous aimons tant. Ah, voilà qui est plus à propos. Donc, ce que j'ai trouvé dans les derniers temps, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est quand même une nouvelle qui a énormément circulé, mais dans une étude de l'université de Richmond, ils ont appris à toute une bande de rats à conduire des petits véhicules. Donc, ils les ont mis dans des espèces de pots en plastique, des réservoirs en plastique, dans lesquels ils ont mis une petite plaque en aluminium. Et cette plaque en aluminium était reliée avec des petits fils de cuivre. Donc, il y avait 3 fils de cuivre au bout de la petite mobilette. La mobilette, en fait, c'était simplement une auto-téléguidée qu'ils avaient trafiquée un peu et qu'ils ont mis sur le pot. Donc, le rat est à l'intérieur du pot. Il va sur la petite plaque en aluminium, ce qui active le véhicule. Et ensuite, quand il touche un des 3 petits fils en cuivre, ça active le véhicule dans une direction ou une autre. Donc, un fil qui va à gauche, un fil qui va à droite et un fil qui va tout simplement tout droit. Et au-delà du pur plaisir d'apprendre à un animal à conduire un petit véhicule, ce qui est fort charmant, on l'imagine, il y avait aussi un but assez intéressant, c'est-à-dire que c'était de vérifier si, dans un environnement enrichi, c'est-à-dire ce qu'ils entendaient par environnement enrichi, c'était ce qui n'est pas l'environnement malheureusement fort commun des rats de laboratoire, dans lequel ils se trouvent simplement dans des cages. Donc, ça ne correspond pas, on s'entend, à leur existence naturelle, qui est plus enrichie en termes d'expérience. Et ce qu'ils voulaient vérifier, c'est est-ce que cet environnement est enrichi, c'est-à-dire beaucoup plus dynamique, dans lequel il y a un apprentissage, il y a une réaction, il y a une récompense, puisque lorsqu'ils arrivaient à conduire le véhicule, on les récompensait avec des Fruit Loops. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est vérifier justement le niveau de stress des rats qui apprenaient à conduire versus ceux qui restaient à l'intérieur de leur cage, dans leur environnement très ennuyant de laboratoire. Et comment est-ce qu'ils vérifiaient le stress? Il fallait qu'ils fouillent, comme c'est souvent le cas pour les expériences scientifiques, il fallait qu'ils fouillent à l'intérieur de leur crotte. Et ce qu'ils vérifiaient, c'était
c'est qu'on retrouve dans les excréments une certaine hormone qui est liée au stress, soit le cortisocostérone, ou un autre hormone qui, elle, vient contrer le stress, ce qu'on appelle déhydrocopiandrostérone. Et sans surprise, d'une certaine manière, ce qu'ils ont découvert, c'est que les rats qui apprenaient à conduire, justement, avaient beaucoup plus de l'hormone qui contre le stress comparativement au groupe de contrôle. Et donc, d'une certaine manière, conduire les relaxait. Mais ce qu'on comprend ici, et du moins ce qui est l'hypothèse des chercheurs de cette charmante université, ce n'est pas tant l'acte lui-même de conduire qui relaxait ces petits rongeurs. Non, c'était plutôt l'idée de contrôle, l'idée d'avoir un effet sur son existence. Et il y a quelque chose d'excessivement victimisant d'habiter dans un univers dans lequel vous êtes constamment emprisonné et ne semblez avoir tout simplement aucun contrôle sur votre existence. Tous vos éléments qui vous permettraient d'agir ou d'interagir vous sont enlevés, vous sont sortis des mains. Alors que là, tout à coup, le rat apprenait qu'il pouvait contrôler son environnement et il avait une certaine auto-efficacité. L'auto-efficacité, c'est un autre terme pour ce que nous appelons pour les êtres humains souvent l'agentivité. L'agentivité, c'est justement l'idée que vous êtes l'agent qui agit, que c'est vous qui agissez, et non pas les événements extérieurs qui vous poussent simplement dans une direction. Et ça ouvrait toutes sortes de portes justement pour essayer de vérifier des nouvelles formes de traitement pour donner un sentiment d'auto-efficacité, de redonner un sentiment d'agentivité à ceux qui souffrent de dépression et d'anxiété, justement, qui sentent qu'ils n'ont pas le contrôle sur leur vie, qui n'ont pas le contrôle sur ce qui leur survient, ce qui, on peut le comprendre assez facilement, peut être fort déprimant. Donc voilà pour les rats qui aiment conduire. Et même à la fin, il y a eu d'autres nouvelles aussi sur cette nouvelle-là. Ils ont réalisé qu'à la fin, les rats qui avaient appris à conduire, même si on ne leur donnait plus de récompense, ils appréciaient l'acte de conduire. Encore une fois, il y a quelque chose de relaxant dans le sentiment d'avoir un certain contrôle sur les événements. Et ça, c'était bien représenté par la conduite de ces chers rats. Une autre petite nouvelle, et ça, je vous avouerai que c'est moi qui me révèle un peu plus dans cette heure. J'ai toujours eu un penchant assez pour les ornithorynques. Je trouvais que c'était un animal un peu brouillon, comme si comme si on avait essayé de simplement fondre deux types d'animaux, un castor, un canard ensemble, et qu'on les avait mis un peu de manière maladroite. Et je trouvais que c'était sympathique, parce qu'on se trouve parfois maladroit dans la vie, comme si on avait été mal assemblé, ou que les caractéristiques qu'on sent viennent de nous, ne sont pas nécessairement de la manière la plus élégante portée. Et je me retrouvais un peu dans cet animal un peu brouillon, un peu rigolo, et qui avait l'air un peu inoffensif. Mais j'ai découvert récemment, en fait, qu'il est très loin d'être inoffensif, ce cher petit ornithorynque. En fait, sur ses pattes arrière, le petit coquin a un éperon en forme de crochet. Et on aurait pu penser que c'est simplement pour s'agripper à ses ennemis ou autre chose de ce genre, ou simplement pour se déplacer à l'intérieur de son environnement. Mais si jamais vous tombez face à face avec un ornithorynque, je vous déconseille très fortement d'essayer de le saisir ou de le caresser ou de le péter, puisque justement, lorsqu'arrive l'hiver et que c'est la phase de reproduction, ces petits ornithorynques deviennent beaucoup plus violents, comme c'est le cas pour la plupart des animaux qui se reproduisent dans des périodes déterminées. Et durant cette période-là, les ornithorynques combattent dans les eaux en s'accrochant l'un à l'autre et en entourant leurs pattes arrière sur le corps de l'autre pour enfoncer cet éperon-là profondément sur leurs ennemis. Et en fait, cette glande-là ne produit justement un venin qui n'arrive qu'en hiver. C'est-à-dire que dans les autres périodes de l'année, ça ne produit pas ce venin-là particulier. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce venin-là a l'air assez terrible. Et ça me surprend qu'il n'en a pas été fait mention, je sais pas, dans des films d'espionnage ou autre chose de ce genre, là, d'avoir synthétisé du venin d'ornithorynque, parce que, admettons que cela vous arriverait, l'éperon
est tellement fait en forme de crochet que, en fait, il faudrait l'enlever manuellement, c'est-à-dire qu'il va pas se détacher de lui-même, ce qui est en soi, on l'entend, assez terrifiant. Mais ce qui est beaucoup plus terrifiant, en somme, c'est la douleur immédiate, constante et décrite de manière dévastatrice. C'est-à-dire que cette douleur-là est incomparable à la plupart des douleurs connues et se répand de manière excessivement rapide. Et ça a été découvert que même la morphine, en fait, qui est l'antidouleur par excellence, n'avait aucun effet sur ce type de venin-là. Et que la seule solution, en fait, si jamais il vous arrivait de vous faire crocheter par un ornithorynque, ce serait de faire une anesthésie locale de l'ensemble de la section où cela a été fait. Mais c'est pas tout. C'est-à-dire que rapidement, même si vous avez, admettons que vous êtes dans un environnement contrôlé à l'hôpital, vous allez quand même ressentir des nausées, des sueurs froides, et tous les muscles de cette zone-là vont se relâcher, ce qui peut être excessivement dangereux, dépendamment de la zone. Mais même après que la douleur soit disparue, ce qui est quand même assez long, il va y avoir une faiblesse dans l'endroit où vous avez été touché, et vous allez être hypersensible à la douleur pendant 3 mois, et peut-être même pour toujours. Donc, c'est encore un venin qui n'est pas entièrement compris, puisque, contrairement à la plupart des organismes qui ont des venins, comme les serpents ou les araignées, il n'y a pas d'antivenin encore connu pour le venin d'ornithorynque. Et il a été découvert qu'il y avait au moins 83 gènes dans ce venin-là, qui participerait à la formulation de cette toxine, qu'on retrouverait même des retranchements avec celui des araignées, des reptiles et des anémones de mer. Donc c'est quelque chose quand même d'assez, on pourrait dire, nasty, que ce petit charmant animal peut vous faire. Donc ça mettrait fin à ce petit segment nature. Et nous allons nous déplacer maintenant vers le segment technologique. Alors, vous voyez, pour ceux qui sont restés, c'est pas si mal. Ça se passe bien. On va survivre, on va passer au travers. Alors, ces petites nouvelles technologiques, en fait, viennent d'une demande spéciale d'un certain Jean-Sébastien Drolet qui voulait avoir des nouvelles sur l'accélérateur de particules. Et en fait, quand il m'a fait cette demande, je me suis dit, tiens, c'est vrai, c'est drôle, on n'a pas eu de nouvelles depuis un certain temps sur cet accélérateur de particules. Et en revérifiant, j'ai compris pourquoi, en fait, on n'avait pas de ces nouvelles-là. C'est qu'on est présentement dans la deuxième interruption, la deuxième longue interruption qui va de 2018 à 2021. L'autre longue interruption avait été de 2013 à 2015, puisque c'est une pièce de technologie excessivement complexe. Ça demande parfois de l'éteindre en entier pour essayer de l'améliorer, pour essayer d'aller chercher, ressortir de ce matériel-là un petit peu plus d'informations. Et celui ici, ce deuxième long shutdown, sert principalement et particulièrement à essayer d'augmenter la luminosité. Et ce qu'on entend ici par luminosité, c'est pas simplement le fait d'allumer les lumières un petit peu plus fortement. Ici, la luminosité, lorsqu'on parle justement d'accélérateur de particules, comme il est question ici, en fait, c'est dans la dispersion théorie et la physique d'accélération. La luminosité, c'est le ratio du nombre d'événements détectés dans un certain temps. Donc, plus la luminosité est importante, et plus on arrive à détecter d'événements. Et puisqu'on veut détecter le plus d'événements possible lorsqu'on fait se fracasser à très, très, très grande vitesse ces particules-là, mais on veut pouvoir voir le plus possible ce qui se passe. Donc ici, c'est vraiment une équation mathématique assez simple, c'est-à-dire la luminosité est égale au nombre d'événements détectés, n, dans un certain temps, t, à interaction cross-section. Donc ici, cross-section, c'est la probabilité qu'un processus spécifique arrive dans la collision. Donc ici, plus on va augmenter la luminosité, encore une fois, mieux on va voir. Et donc, ce projet-là est quand même assez important puisqu'ils ont déjà réussi à doubler la luminosité depuis la mise en marche
du Large Hadron Collider. Et en 2026, il y a une nouvelle méthode qui pourrait l'augmenter jusqu'à un facteur de 10. Donc là, il y aurait plus de chances de voir des processus rares et la mesure statistique. Et sinon, dans les autres nouvelles, il y avait le fait que Fabiola Gianotti, son terme a été renouvelé pour encore 5 ans. Et c'est d'ailleurs elle qui dirigeait, c'est son terme pour diriger le Large Hadron Collider. Et c'est elle qui avait, en 2009 et 2013, confirmé justement, qui avait dirigé les recherches et qui avait permis de confirmer le Higgs boson il y a environ 7 ans. Higgs boson qui semblerait, encore une fois, confirmer le modèle standard. Donc, le modèle standard semble encore être ce qui correspond à l'univers dans lequel on se trouve. Et pour ceux peut-être qui ont encore ces peurs irrationnelles en lien avec le collisionneur, on se rappelle qu'au départ, il y avait cette idée-là que peut-être ils allaient créer des mini-trous noirs ou autre chose de la sorte. Il y a vraiment une étude scientifique qui a été faite pour s'assurer et ils ont vu qu'il y avait aucune considération justifiée d'avoir peur, puisque de toute façon, des collisions de haute énergie, même de ultra haute énergie, surviennent régulièrement dans la nature. Ils sont beaucoup plus fortes que les collisions qu'on arrive à faire de manière artificielle dans ce collisionneur de particules. Mais en allant chercher cette nouvelle-là, je suis tombé aussi sur un petit fait intéressant. C'est-à-dire qu'avant celui-ci, il y avait eu un autre projet d'un grand accélérateur de particules, mais cette fois-ci au Texas. Et celui-ci s'appelait le Superconducting Super Collider et il avait comme nom de code Désertron. Donc on a failli avoir un accélérateur de particules au Texas qui se serait appelé le Désertron. Donc on aurait pu parler constamment des nouvelles du Désertron. Qu'est-ce qui se passe avec le Désertron? Est-ce que le Désertron a des nouvelles? Il était beaucoup plus imposant, c'est-à-dire que celui-ci devait avoir une circonférence de 87,1 km, alors que celui à Genèse en a seulement 27. Il devait aussi pouvoir avoir 20 TeV par proton. Donc ici, c'est un terme d'électronvolt, alors que celui à Genèse a simplement 6,5 TeV par proton. Donc, c'était vraiment plus puissant, plus grand. Malheureusement, il a été cancellé en 93. Au départ, ils avaient annoncé que ça pourrait coûter environ 4 milliards. En 93, il y avait déjà 2 milliards de dépensés et là, maintenant, la facture s'élevait à 12 milliards. Encore une fois, au lieu des 4 initiales de 1987. Donc, ils ont abandonné le projet. Il n'y avait plus les Russes qui faisaient leur grande compétition, leur course technologique après la chute du bloc de l'Est. Donc, ils se sont dit, on n'a pas vraiment de compétition. Pourquoi est-ce qu'on fait ça déjà? Peut-être que cet argent-là, on pourrait la mettre ailleurs, en plein de petits projets, au lieu de ce grand projet gigantesque. Donc, ça a été abandonné. C'est devenu un centre... ça a été longtemps abandonné, en fait. En 2009, c'était un data center, un centre de données. En 2018, il y avait une compagnie chimique qui l'avait acheté, mais il y avait eu une opposition de la communauté. Pendant ce temps-là, ça a été vraiment un endroit de prédilection pour des bandes de voleurs et aussi pour des parties de jeunes. Mais ça a été rouvert en 2013 par une compagnie qui s'appelle Magna Blend et qui fait des produits justement chimiques à base de pétrole pour l'industrie du service énergétique. Donc voilà pour les nouvelles technologiques. Et on va faire une petite transition parce que le temps déjà file à une vitesse incroyable. Vous voyez, je pense que ça prendrait plutôt sauce 120 à l'avenir puisque le temps me file entre les doigts. Pour poursuivre avec la trame sonore que vous entendez, je vous ai mis aussi une petite sélection musicale pour me laisser des petites pauses et aussi pour vous divertir dans votre écoute. Et ici, c'est une vidéo que j'ai été prendre sur YouTube de Pim Narul.
Et lui, il nous partage un projet qu'il a fait au collège en utilisant le Recurrent Neural Network de Andrzej Karpathy, qui est un réseau neuronal artificiel dans lequel on peut lui apprendre finalement à imiter toutes sortes de choses. Et donc, ça peut être utilisé pour lui apprendre toutes sortes de langages. Et lorsqu'il comprend la grammaire dans le langage, l'articulation, la syntaxe, il est capable d'essayer de le reproduire. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de lui apprendre un langage musical, mais en utilisant le programme qui transfère la parole, le texte en parole, le même qu'utilise par exemple Dawkins. Et ce qu'il lui a donné, c'est toutes sortes de musique gospel et aussi de Noël, mais aussi d'autres formes de musique. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir le résultat, c'est-à-dire qu'il l'a entraîné, il lui donnait cette information-là, ce code-là, de manière constante, avec des itérations allant jusqu'à parfois 10 000 fois. Et on obtient un résultat assez fascinant, merci. Donc, on va aller chercher ça ici. On va aller prendre l'itération 18 000, puisque celle-ci est intéressante. Et je vous invite, donc le nom d'utilisateur de son YouTube, c'est Pim Anrules. P-I-M-A-N-R-U-L-E-S. Et c'est toujours intéressant ce qu'il arrive à faire avec les ordinateurs. Donc, on va se quitter juste un tout petit moment pour que vous puissiez écouter ce dont une machine est capable de faire. Je vais pas oublier d'arrêter cette petite ambiance sonore ici. Hop. Donc, vous comprendrez que je vise vraiment la réalisation de l'année ici aujourd'hui. C'est parti. Nothing such, every crown we are, you're all we'll foresee our life. No fine, let go, God of mercy, and walks I would. And I would sing, I pout the prayer. Thee is one to class opens that the word him so in your love's read and last one see a clean. When I've got make a dreamer ain't make to half that's though just told us till I've gonna bright. No. And I see and nothing that can I want having that I call my heart. I can do to go the armies. Come and I through victors the younger we have lost. Donc je tiens à vous expliquer ici quand même que ce n'est pas... On lui a pas donné un rythme, on lui a pas donné des paroles. Tout ce qu'on lui a donné, c'est toute une série d'informations. Et lui, à partir de cette information-là, il a produit de toutes pièces ce que vous avez entendu ici. Et puisque c'est quand même assez court et que on s'entend, ça sonne très très bien, on va se permettre d'en écouter un autre immédiatement. Dès que je vais pouvoir appuyer là-dessus, ici. Hop. Some break us wood lines, trees, and pray the soon be craster fellow love every but's time. Sing, say, king away, praise of his love. Jesus net train afraid down and 3 drowns. So I'm cross the pass and light a loss of will. Sunny eye fill blue and see how I thirsties or ever you and
and brightens our eye to face of in a matter we things and show you. I once praises 10 ropeck drive, and I've let the two good carriers to liking in a wood like me with what. Merveilleux. On sent presque vraiment la thématique de Noël et j'espère que mon collègue Étienne va pouvoir mettre ça ultimement sur Radio Cochonnerie, c'est-à-dire que j'ai l'impression que Radio Cochonnerie souffre, comme beaucoup d'entre nous encore aujourd'hui, de spécisme, c'est-à-dire qu'elle ne se concentre que sur ce qui est formulé par les êtres humains, alors que les intelligences artificielles, ils sont justement à cette période merveilleuse où ils ne font que de la cochonnerie. Mais cette cochonnerie-là, je trouve, elle est pleine d'âme, elle est pleine de volonté. Et avant de poursuivre, parce que j'imagine vous attendez tous ça, la grande finale du grand dossier sur la publicité, j'ai un autre petit extrait. Celui-ci a été fait par Carrick, avec un H, Carrick, C-A-R-Y-K-H, lui aussi sur YouTube, qui avait déjà appris il y a 2 ans de ça à une intelligence artificielle avec le même système neuronal de la musique baroque. Et cette fois-ci, il s'est lancé dans la musique rap. Donc, il a essayé d'apprendre à l'intelligence artificielle à rapper. Encore une fois, en la nourrissant sans arrêt d'informations sur le sujet. Et ce qui est intéressant, et je vous conseille vraiment de voir le vidéo lui-même, puisqu'il explique tout le processus, et je ne veux pas prendre tout le précieux temps qui m'est alloué pour vous expliquer ce processus-là. Donc, je vais simplement vous laisser écouter cette pièce, et au retour de la pièce, nous allons enfin cloître ce dossier sur la publicité en vous parlant de la publicité commerciale cette fois-ci. I'm in the later, I can. I want to play the battle, so I don't know she wanted this. And I don't fuck with X-Res, I'm on OS. It's been all out on this booty Begelbove. Chorus, Eminem. Clean, Busta Rhymes, gangsta bitch come cock wild. Stop the movie X-Side, duplicate that, 4 asterisk. Yeah, 4 asterisk. Can't make it party dead right. Remember why I need them in the eyes. Spreading with the same other ninja. 137 wave is on the glitte. Shoot out to charge help of your crowd. And it ain't foul. What the fuck, you're getting cheap. Chorus, 40 degrees. They say sticker ass entities Aziz and Busta Rhymes. Hip-hop traded large digadel. Rob my site down with a record. I can't be back to the motherfucking bevical. Bitch, and when I help you shit in this ad school. So beside that with the universe in the baseball. Cause I don't go to the rag. And all when I rep it. It ain't no rally body touch like I supposed to work it. Guilty but I study your tech just to make no slow. Snoop Dogg. I'm on life, them post rolls, split a ton of me. So when you sell the motherfucking body. Chorus, Bismarcky. You tell me what you feelin', but I'm trying to fight with I'm the city. When I grip, head if you is my fate. I got slick in the cocks. Your girls all up and down. Stay body to be a cock, beat them off fucking you. Off fucking you. Weed the ball time with my rhyme faster kicks. It's all a dasada, give one in it, just stay right. Armorn up, Pete boy, remember the fam and carry the pain. Carry the pain. I'm scared of BWWW, when you get well quick to be. It's my brother until it's and I gone, I'll leave the handle back up out a ninja home. A ninja home. So we went the two at Nuva place. Question mark. And I'm the dough, you know it really knows GALYSHOGIG. We put with a pro fact they quit. Spit the bang vocals. Tie the E skated MC let the money have heat. Up in the court, yup, with a motherfucking lips. Quote. C'était pas mal quand même. Alors on a hâte de voir la suite de ça, qui est vraiment une force créatrice nouvelle qui arrive et qui va entrer en compétition avec nous-mêmes. Donc ça va être intéressant de voir la suite de ça, jusqu'où est-ce que ça va pouvoir aller dans cette direction-là. Donc on va y aller avec notre grand dossier sur la publicité. Donc, c'est aujourd'hui que ça devrait prendre fin avec les 20 minutes qui me restent. Je suis confiant d'y arriver.
Alors, la publicité commerciale, bien évidemment, son objectif premier, c'est, et là on est à la base du concept, là, c'est d'informer un acheteur potentiel de la disponibilité d'un produit. Donc, dans son idéal, dans sa mécanique fondamentale, ça cherche simplement à connecter l'acheteur avec le vendeur. Et ça, c'est quelque chose qui remonte à très, très longtemps, de Pompéi aux ruines en Arabie, la Grèce et la Rome antique, il y avait même des lost and found. Son développement, par contre, a été intimement lié aux moyens de diffusion. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que le développement des moyens de diffusion et les moyens de production pour arriver à formuler des produits va radicalement changer l'objectif premier. C'est-à-dire que cet objectif premier-là va devenir plutôt secondaire à la réelle utilité de la publicité commerciale aujourd'hui. Mais on va y aller tranquillement dans cette direction-là. Et commencer par les 3 formes que pouvait prendre cette publicité-là, cette manière d'informer la présence d'un produit. Donc avant l'imprimerie, puisqu'on va voir l'imprimerie a été le premier pas vers la publicité moderne, mais avant l'imprimerie, il y avait 3 formes que pouvait prendre cette publicité-là commerciale. La première était le trademark. Donc ici, il s'agissait simplement de laisser une trace sur le produit, de son origine, de son fabricateur, pour que si d'autres personnes entrent en contact avec ce produit-là, ils peuvent être intéressés à aller en demander une production. Et ça, on en retrouve jusqu'à 1300 ans avant Jésus-Christ en Inde, des formes de trademark sur des produits. Par la suite, au Moyen-Âge, même le trademark va se développer et va devenir ce qu'on appelle le hallmark. Le hallmark est distinct, c'est-à-dire qu'ici, c'est aussi une marque, mais cette marque-là était en général faite sur des métaux nobles, l'or, ou autres de ce genre. Et ici, c'était beaucoup pour des produits de luxe, de statut, qu'on avait les hallmarks. Ensuite, on avait aussi les panneaux publicitaires. Les panneaux publicitaires, même avant l'imprimerie, existaient aussi. Et c'était... ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est une des méthodes humaines qui s'est développée parallèlement en Est et en l'Ouest, donc en Occident et en Orient, environ de la même manière. Et on avait aussi ce qui se rapproche un petit peu plus de la mécanique de la publicité commerciale aujourd'hui, soit les crieurs de rue. Donc les crieurs de rue, ici, étaient une manière efficace de diffuser l'information avant l'arrivée des médias de masse. C'est-à-dire qu'ici, c'était pas simplement la publicité commerciale qui utilisait des crieurs de rue, bien évidemment. L'État, les nouvelles devaient être communiquées d'une manière ou d'une autre, et particulièrement au Moyen-Âge, il y a eu une grande explosion des crieurs de rue, puisque la plupart de la population était illettrée. Comparativement à d'autres époques où, surprenamment, il y avait une grande partie de la population un petit peu plus élevée qui, justement, savait lire, et donc il y avait un petit peu plus d'affichage qui était fait par les différents panneaux. Mais ce qui était difficile ici, déjà au départ, c'est que toute publicité commerciale impose un coût, que ce soit de payer un crieur, que ce soit d'y apposer une trademark ou une hallmark, que ce soit un panneau publicitaire, et les retours sont loin d'être garantis sur cet argent-là qui est dépensé. La méthode la plus certaine durant cette histoire-là, ça restait encore une fois le bouche à oreille, puisqu'on avait des économies qui étaient excessivement locales. Donc il y avait peu d'investissements qui étaient faits à ce niveau-là. Mais la première grande transformation de la publicité qui nous amène lentement mais sûrement vers la période moderne, ça arrive avec l'imprimerie. Et l'imprimerie commence justement avec ce qu'on appelle aussi le début de la modernité en littérature et en philosophie. Et donc, avec l'imprimerie, là, on a l'émergence de nouvelles formes publicitaires, les flyers, qu'on a encore aujourd'hui des gens qui distribuent dans la rue, donc c'est pas tant différent. Et il y avait aussi ce qu'on appelait les trade cards. Les trade cards, c'était pas des cartes de Magic ou de Pokémon à cette époque-ci, c'était simplement des cartes qui étaient assez petites pour tenir dans les poches d'un gentleman,
et qui, lui, rappelait l'existence d'un magasin, mais aussi comment se rendre au magasin, puisqu'il ne faut pas oublier que le système de numérotation des adresses, c'est quelque chose de relativement récent. Et donc, pendant une longue période, c'était tu tournes à gauche, après telle autre affiche, tu vas à droite, etc. Et donc, sur ces petites cartes-là, on avait les directions pour retrouver à l'intérieur de la ville la boutique. Et donc, déjà aussi, il y a une forme de publicité qui se retrouve dans les journaux. Avec l'arrivée de l'imprimerie, lentement mais sûrement, les journaux émergent. Ces journaux-là permettent de communiquer une information, permettent de communiquer aussi certaines opinions dans la mesure de la censure. Et déjà à l'époque, puisque diffuser, imprimer et traiter l'imprimerie, c'était quand même quelque chose d'assez coûteux, on amortissait les coûts avec la publicité. Et donc, la publicité commence à s'insérer un peu dans toutes les nouvelles méthodes de diffusion qui émergent. La publicité devient un peu le fournisseur de fonds. C'est-à-dire qu'on se dit, ça fait l'affaire de tout le monde. Nous, on a besoin de diffuser nos informations. Eux, ils ont besoin de diffuser leurs produits. Eux, ils nous payent et en échange, nous leur donnons un public qui peuvent être confrontés à leurs annonces. Et donc, cette collaboration-là remonte à très, très, très longtemps. Mais c'est vraiment avec l'arrivée du 19e siècle qu'on voit l'émergence et le début de ce qu'on pourrait appeler la publicité moderne qui va nous intéresser, puisque c'est là qu'émerge la capacité de produire un grand nombre de produits à faible coût. Et avec ça, émerge aussi toute une nouvelle classe d'individus salariés. Et avec ça, lentement mais sûrement, l'émergence d'une classe moyenne qui, au-delà de son revenu pour la survivance, il lui reste un petit peu d'argent pour acheter les nouveaux produits qui leur sont disponibles. Et en achetant ces nouveaux produits, il favorise l'émergence de nouvelles industries, qui favorise l'émergence de nouveaux salariés, etc., etc. Et là, nous avons ce que nous aimons tant aujourd'hui, la fameuse croissance économique. Et donc, cette explosion de produits amène une nouvelle classe, celle des consommateurs. Et donc ici, c'est à ce moment-là, tranquillement, que la publicité quitte la simple annonce, la simple connexion, pour commencer lentement mais sûrement à normaliser des comportements et aussi à segmenter les produits en renforçant et en justifiant les classes sociales et les rapports de pouvoir. Et là, c'est là que c'est intéressant d'aller visiter un petit peu ces grands préceptes de la publicité commerciale qui, étrangement, depuis l'émergence justement au 19e siècle de ce mode de diffusion et de production, c'est pas si loin des techniques actuelles. Et moi, j'ai pris comme point de départ Thomas J. Barrett, qui est considéré par certains comme le père de la publicité moderne. C'était un Britannique. Bon, père de la publicité moderne, là, on vous cherchez un peu, il y en a plusieurs qui se mettent en compétition pour ce titre-là. Donc, il faut faire attention. On va se mettre un petit peu de musique corporative en fond pour animer tout ça. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il insiste sur l'importance de la fidélisation et du branding national. Donc, on reconnaît déjà les termes corporatifs qui, encore aujourd'hui, habitent le monde publicitaire. Et il y avait 3 grandes lois, selon lui, qu'on devait absolument suivre si on voulait parvenir à développer ces produits-là correctement. La première, il faut pouvoir développer une image de marque forte et exclusive, que les personnes puissent reconnaître et associer ce produit-là, non pas simplement à ce qu'il permet de fournir, mais aussi à un type de vie, à un type de statut. Ensuite, deuxième étape, il faut faire une campagne de saturation pour la disponibilité du produit. Ça, on remarque ça encore aujourd'hui. Dès qu'il y a un nouveau produit qui arrive, on le retrouve sur tous les affichages, toutes les annonces partout. Donc, on veut s'assurer de rejoindre un public le plus large possible pour qu'une petite parcelle qui peuvent démontrer un intérêt par la simple saturation. Et finalement, et là, c'est là que c'est intéressant, il doit y avoir une réévaluation constante du marché. Et je vais vous donner une petite citation de lui. Il nous dit, et là c'est librement traduit par moi, vous m'excuserez, il nous dit « Les goûts changent, la mode change, et le publiciste doit changer avec lui. Une idée qui était efficace il y a une génération serait inefficace, éculée et impossible d'être profitable si présentée au public aujourd'hui. Ce n'est pas que l'idée d'aujourd'hui est toujours meilleure que la vieille idée, mais c'est plutôt que celle-ci touche le goût présent. »
Et donc, ici, l'idée que la publicité ne peut pas d'une certaine manière changer les goûts, changer les modes. En fait, elle doit suivre les goûts et les modes. Elle doit constamment s'adapter au goût du jour. Et ce qui est intéressant de voir dans sa citation, puisque sa citation, encore une fois, remonte au 19e siècle, il nous dit une idée qui était efficace il y a une génération. Ici, on dirait une idée qui était efficace l'année dernière ou il y a un mois ne peut plus l'être aujourd'hui. Et ça, on va y revenir plus tard sur cette accélération-là des changements du marché. Et donc ici, selon la théorie de Thomas J. Barrett, la pub ne crée pas, elle canalise. C'est-à-dire qu'elle normalise des forces qui sont déjà présentes. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette normalisation-là n'est pas un hasard. Cette normalisation suit le développement naturel du capitalisme et du mode de production. Et ce qui est intéressant de voir, si vous remettez en question, parce qu'on entendait souvent ces idées-là de messages subliminal ou de contrôle des masses, et étrangement, on n'en entend plus énormément parler aujourd'hui. Et ça, on va y revenir plus tard. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est ce cher Edward Bernays, qui était le neveu de Freud. Lui, il a vécu de 1891 à 1995. Et on l'appelle un autre papa, on l'appelle le père des relations publiques, ou on pourrait dire aussi de la propagande rebaptisée en relations publiques. Et ce cher Bernays, il revient d'Europe en 1920 et il tombe sur un gouvernement américain qui est excessivement réceptif. Et il va populariser énormément les théories de Freud en Amérique, en même temps l'utilisant aussi pour sa propre notoriété. Et même Herbert Hoover, qui était le secrétaire du commerce à l'époque, avait dit à l'époque « La publicité est la force vitale de notre vie nationale ». Et donc ici, le but non caché dans les théories de ce cher Édouard, c'était de manufacturer le consentement. Donc le créer de toutes pièces. Pour lui, les masses, c'était une bande irrationnelle et qu'il fallait maîtriser ses instincts de troupeau en utilisant justement la psychologie de la foule. Et ça, c'est quelque chose que si ça vous intéresse, vous pouvez retracer dans un documentaire d'Adam Curtis qui s'appelle « Le siècle de soi », The Century of the Self, que je vous conseille fortement, puisque c'est lui aussi qui a fait un autre documentaire fort passionnant et qui m'a beaucoup inspiré dans mes chroniques sur l'hyper-normalisation. Et donc, ce cher Bernays est d'une certaine manière, selon Curtis, le maître du statu quo et le maintien des structures de pouvoir. Il a été un architecte dans la fabrication du monde moderne tel qu'on le connaît. Et là, j'imagine, vous êtes sceptique. Et donc, on va regarder un petit peu, selon lui, selon sa théorie, comment est-ce qu'on peut lentement, mais sûrement, transformer une communauté reconnue comme étant des citoyens en un bassin de consommateurs. Et ça, c'était aussi le projet très clair du gouvernement américain des années 20. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut instaurer une culture de soi. C'est-à-dire retourner l'individu sur lui, le segmenter pour, encore une fois, le bon vieux proverbe, diviser pour régner. Il est très difficile de faire face à des communautés organisées. Si vous faites face à des individus segmentés par des préférences superficielles, là, ça devient beaucoup plus facile de gérer les masses. Et donc, en ce sens-là, il faut transformer justement les villages qui fonctionnent souvent par un système d'échange collectif, de faveur, qui sont productifs aussi, c'est-à-dire qu'ils arrivent à fonctionner de manière indépendante dans leur communauté, en un simple bassin de consommateurs. Et ça, c'est vraiment un objectif qui est assez réussi avec la mondialisation dont nous sommes le résultat. Ensuite, il faut instaurer une culture de compétition et de perfection. Donc, l'idée selon laquelle s'il doit y avoir des gagnants, il doit nécessairement avoir des perdants, afin de légitimiser justement la stratification des classes sociales selon leur capital. L'idée de la perfection, c'est l'idée toujours de vous mériter ce qu'il y a de mieux et ce qui peut être mieux sur le marché. Donc, l'obsolescence programmée rentre directement dans cette catégorie-là. Il y a aussi l'idée de la possibilité d'acheter des soins afin justement de fragmenter les communautés pour les envoyer vers des professionnels des services. En ce sens-là aussi, il faut les rendre dépendants des biens et des services
en augmentant constamment des nouveaux biens et des nouveaux services. Et il faut aussi discréditer les associations et les espaces civils amateurs pour dire il faut laisser la place aux professionnels, ceux ils savent mieux faire que vous. Et finalement, la dernière étape, c'est qu'il faut se cacher de soi-même. Il faut que, justement, ce manipulateur ne sache pas même lui-même qu'il est manipulateur et croit qu'il fait tout ceci pour le bien commun. Et on remarque encore une fois toujours les messages de la publicité. Ne voulez-vous pas ce qu'il y a de meilleur, quelque chose d'adapté à vous, vous le méritez bien. Donc ici, ce qu'il faut comprendre avec la publicité moderne, c'est qu'elle ne se trouve pas dans sa capacité à vendre un produit ou une marque particulière. C'est pas comme elle l'était dans son origine, une courroie neutre de transmission pour un marché. Non. La pub ici vend un mode de vie. Elle vend une émotion, un statut social, une vision facilement comestible des rapports économiques et sociaux en justifiant le pouvoir actuel et le statu quo. Et Vance Packard, un auteur, un journaliste, voulait mettre en lumière justement, dans son livre « Les persuadeurs cachés » de 1957, pour critiquer l'utilisation de cette psychologie-là des masses. Et lui, il mettait en lumière que la publicité aujourd'hui utilisait 8 besoins irrésistibles de l'être humain pour le forcer justement, pour le transformer d'un citoyen à un consommateur. Donc, en premier lieu, c'était la sécurité émotionnelle, l'idée de vendre le confort, le bonheur, l'absence de mauvais sentiments. Ensuite, l'assurance de votre valeur. Place dans la société, que vous ajoutez une valeur, que vous le valez bien. La gratification de l'ego, vous faites des bons choix, vous êtes sage, vous êtes intelligent. Le mode d'expression, donc ici la personnalisation, la customisation. Un petit exemple de ça, c'était les premières recettes de Betty Crocker ne fonctionnaient pas très bien dans la vente. Et donc, ils avaient décidé d'ajouter en se disant « Ah, ben dites simplement que la demoiselle doit ajouter des œufs. » Et là, le fait qu'elle participait à la recette, un peu comme les rats participaient à la conduite de leur véhicule, donnait un sentiment, justement, un mode d'expression. Ensuite, transformer les objets en objets d'amour pour aller chercher la nostalgie de l'enfant qui aimait les jouets ou les objets. Ensuite, donner un sentiment de pouvoir sur soi, sur les autres, sur le monde par justement la projection d'un statut social. Ensuite aussi, aller jouer avec les racines, le régionalisme et la nostalgie. Et finalement, l'immortalité. Donc, l'idée d'un rajeunissement, l'idée d'immortaliser votre présence sur Terre. Et donc, par ces mécanismes, la publicité devient un outil du pouvoir en place. Donc, comme la publicité dans les procès de Grèce antique, des supplices au Moyen-Âge ou dans la structure panoptique, la publicité ici devient un autre organe. Elle renforce, elle normalise, elle justifie un mode de vie propice à la consommation, afin de maintenir le rapport de pouvoir en place. C'est-à-dire qu'elle n'empêche pas les autres voix de s'exprimer ou de s'opposer, mais elle est tellement répandue, et puisque tous les canaux de diffusion qui existent sont utilisés avec la publicité pour financer ces moyens de diffusion, ben elle est beaucoup, beaucoup plus puissante et partout. Et donc, elle est l'huile qui lubrifie les mécanismes de la machine économique. C'est tous les modes de diffusion. Donc, ils doivent financer leur activité, mais même toute production culturelle, elle doit aussi être assujettie à la publicité. Elle lui est donc complice et obéissante, parce qu'il ne faut pas mordre la main qu'on nourrit. Et donc, la spécialisation et la segmentation des goûts permet un bassin infini de désirs toujours plus personnalisé qu'il faut exaucer, amenant une accélération de la consommation. Les influenceurs qu'on retrouve aujourd'hui sont simplement une suite logique de ce système-là. Des consommateurs toujours plus précis desquels il est possible de répondre de manière précise. L'influenceur ne vend pas et a même peu d'effet sur les ventes. Il est un agent normalisateur d'un mode de vie qui s'accorde avec les structures en place, qui n'est pas un danger pour le consumérisme. Au contraire, il renforce et l'encourage. Et les réseaux sociaux même aujourd'hui sont un reflet de la même dynamique publicitaire. L'industrie se transforme, l'individu se transforme en produit pour être facilement consommé et digéré. Donc, c'est pas un simple connecteur, c'est un mécanisme de normalisation qui suit les mêmes principes de cultiver les besoins irrésistibles de Packard. Donc, pour être désirable sur le marché d'opportunités humaines, vous devez vous vendre, faire monter votre valeur par la visibilité de vos expériences, de vos goûts, de vos préférences, de votre opinion, par un partage, une publicité de vous-même. Ceci est ensuite compilé en informations pertinentes afin de faire un profil de consommation plus difficile à résister par vous, mais surtout, bien renforcer encore plus votre comportement en vous réconfortant dans votre valeur, vos expériences, vos goûts, vos préférences, votre opinion. Ça permet ensuite au cycle de continuer de s'accélérer, renforçant toujours de manière plus importante votre consentement, votre collaboration aux normes sociales en place et à l'accélération du mécanisme, en vous laissant croire que votre combinaison est unique, hors norme, personnelle. Et donc ce cycle de normalisation, en s'accélérant même, vous l'aurez deviné, qu'est-ce qui se passe quand la normalisation s'accélère?
on arrive avec l'hypernormalisation. Oui, l'hypernormalisation. Et je vais terminer avec une citation de David Edwards, j'espère avoir le temps. La susceptibilité moderne à la conformité et l'obéissance à l'autorité semble indiquer que la vérité persuadée par l'autorité va probablement être acceptée par une majorité de personnes qui sont naturellement obéissantes à l'autorité. Cette vérité d'obéissance deviendra alors une vérité consensuelle qui sera acceptée par des individus incapables de se tenir seuls devant la majorité. De cette manière, la vérité promue par le système de propagande, aussi rationnelle soit-elle, a de bonnes chances de devenir le consensus et même ressembler à l'évidence du bon sens. Donc, vous comprendrez que nous participons tous à cette hypernormalisation.